À la une de l'actualité ce soir, le syndicat UTG-CGT de l'hôpital de Cayenne exprime son ras-le-bol. Manque de matériel, manque de place pour les patients, insécurité de l'emploi et violence verbale, voire physique. Une batterie de revendications exposées aux médias ce matin. C'est dans 2 mois, mais les plus prévoyants s'y préparent déjà. Le carnaval, les groupes qui animeront les parades ou encore les couturières qui confectionnent les costumes sont déjà à pied d'œuvre. Saint-Laurent a maintenant son école de cirque grâce à l'association Palasso. L'école accueille des enfants et des adultes qui souhaitent s'initier à cet art plusieurs fois par semaine. Enfin, nos amis brésiliens l'ont emmené avec eux sur notre territoire, la capoeira. Cet art martial qui mêle danse et combat au son d'une musique bien particulière fait de plus en plus d'adeptes chez nous. Reportage à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre tranche d'information. Nous ouvrons ce journal ce soir avec ce mouvement social. Ce matin, je vous le disais en titre, les membres du syndicat UTG-CGT Santé de l'hôpital de Cayenne ont réuni les médias pour une conférence de presse. Le syndicat dénonce un certain nombre de dysfonctionnements dans l'établissement, un manque d'effectifs, de matériel et d'espace pour les patients notamment. Le personnel soignant subirait également des agressions verbales et physiques. On fait le point avec Ayodeli Germa. La sécurité au cœur des inquiétudes du TG Santé. Une sécurité qui, selon les militants, fait défaut, surtout quand l'hygiène laisse à désirer et que les patients manquent de place. Piqûre de rappel sur la question de l'embauche des jeunes diplômés, inéquitable selon la secrétaire de l'UTG. Nous sommes spectateurs de tous ces jeunes que l'on voit en distribution partout et qui se présentent. Honneur à eux, parce que c'est vrai que la jeunesse guyanaise doit prendre de la place. Mais je crois qu'un jeune sans travail est un jeune qui n'a pas d'épanouissement, qui n'a pas d'avenir. Et aujourd'hui, nous sommes spectateurs, en tous les cas l'UTG Santé, de Guyanais diplômés, correspondant à des demandes d'emploi avec un profil de compétences, sinon plus performant, ceux qui se retrouvent face à des refus. Des refus qui, selon elle, s'expliquent par des embauches de complaisance au détriment des compétences des jeunes diplômés. La direction décide d'embaucher des femmes de directeur, la femme du préfet, la femme de l'adjoint de l'ARS. On voit des personnes comme ça qui, pour nous, ne sont pas systématiquement dans le besoin, mais qui ont une facilité d'accéder à nos emplois. Et pour nous, l'UTG Santé, c'est un scandale. Maintenant, j'ai envie de poser la question au directeur. Sur quel profil de compétences ces femmes sont embauchées ? Est-ce qu'actuellement, en interne dans l'hôpital de Cayenne, il n'y a pas des jeunes qui sont déjà en situation précaire et qui correspondent à ces compétences? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de jeunes qui ont postulé sur ces compétences? Le syndicat lance un appel aux candidats à la CTG. C'est eux qui devraient défendre le secteur médico-social. Je crois qu'il y a quand même des médecins qui sont candidats, qui sont des politiques et qui doivent aussi faire valoir le besoin dans ces matières. La Guyane souffre de son schéma sanitaire, social et médico-social. Nous avons depuis peu des structures de formation qui se battent pour mettre des formations qui n'existaient pas, dont l'hôpital en a besoin sur ses compétences et dont nous retrouvons encore nous à nous battre pour permettre à ces agents d'accéder à ces structures de formation. Ce coup de gueule est une sorte d'avertissement. Mais à un certain moment, on ne sera plus au parler. Il ne faudrait pas que les gens se plaignent que l'hôpital est bloqué parce qu'il y a une grève. Un avertissement adressé aux politiques et à la direction du centre hospitalier. Comment distinguer de vraies coupures de banque d'une manière rapide et efficace? Une séance de formation proposée cet après-midi. Quelques astuces pour reconnaître les vrais billets. Elle s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie à l'attention des personnes qui manipulent de l'espèce, qu'il s'agisse de commerçants ou non. Des réactions captées au micro de Jonathan Lariot. C'est important partout déjà. Et la proportion des billets faux est minime. Elle reste très réduite par rapport aux billets authentiques. Alors c'est une méthode simple, rapide et efficace qui vous permet de reconnaître un billet authentique. Donc il y a 3 actions à faire. Donc à chacune de ces 3 actions correspond 8 signes de sécurité. Alors les 3 actions sont toucher, regarder, incliner. Alors parmi ces 8 signes de sécurité, on peut retrouver le fil de sécurité, le filigrane, les images sur les parties holographiques et par exemple le nombre incomplet. Si vous voulez, en fait, on connaît la base. C'était le toucher, l'inclinaison, regarder au niveau de la lumière et tout. Et puis c'était tout, hein. Après ça passe. La base, c'est le toucher, regarder le fil de sécurité et tout. Mais c'est vrai qu'après je suis venu de cette formation-là juste pour avoir un peu plus de connaissances, à savoir pour pouvoir reconnaître les vrais billets en fait. Donc c'est plus pour ça que j'ai adhéré à cette formation-là.
Nous parlions de décourager les faussaires. Eh bien, en Martinique, maintenant, ce sont des voleurs de bijoux qui ne devaient pas s'attendre à un tel dénouement. Mardi matin, la gendarmerie de Lille a publié sur sa page Facebook les photos de plus de 1000 bijoux. Une collection découverte lors d'une perquisition dans le quartier de Balata à Fort-de-France le 24 novembre dernier. Et c'est le probable butin de plusieurs cambriolages que les autorités espèrent restituer à leurs propriétaires. Et certains se sont déjà manifestés, comme a pu le constater Louis Sabas. Sur cette table, plus d'1 millier de montres, de boucles d'oreilles, de colliers, de pendentifs et d'autres objets pour la plupart de grande valeur. Un impressionnant butin dont il faut maintenant retrouver les propriétaires. Un lien est activé depuis ce matin sur la page Facebook de la gendarmerie, en ligne, les photographies des objets volés. Les personnes, bien sûr, qui reconnaissent les objets en ligne doivent appeler le 06 96 20 04 80. À ce moment-là, il y a un enquêteur qui leur donnera un rendez-vous pour vérifier la propriété de l'objet. Le 06 96 20 04 80. Le numéro des enquêteurs n'est communiqué que depuis quelques heures ce matin, mais l'information circule vite. Vous reconnaissez vos bijoux. À ce moment-là, les victimes de vol sont déjà nombreuses à l'utiliser. Pour une matinée, on a à peu près 6 à 7 personnes qui nous ont déjà contactés. On entendait quand même les gens réagir face à ça et qui avaient déjà pris un premier contact auprès de nous. Donc on les a invités effectivement à nous contacter à compter du 1er décembre. Mais elle ne récupère pas ces objets qui veut. Il faut pouvoir en prouver la propriété par des factures ou des photographies. Pour ceux qui ne possèdent aucun document, il va falloir prouver sa bonne foi. Cela peut aussi compter sur les rapprochements faits par les enquêteurs. C'est ce que fait actuellement la brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire qui travaille sur des rapprochements en parallèle justement du site de Facebook. Et actuellement, on a pu faire des rapprochements sur des cambriolages et des vols avec violence, ce qui nous permettra d'identifier plus rapidement les victimes. Il est fort probable que ces bijoux ne retrouvent jamais leur propriétaire. Ils seront alors conservés un certain temps. Après décision du parquet, ils devraient ensuite tomber dans le domaine public et renflouer les caisses de l'État. Si certains préparent déjà Noël, d'autres préparent, eux, le carnaval. Les groupes défilant dans les rues répètent depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Pour certains, ça fait encore plus longtemps. Et de leur côté, les couturières s'activent elles aussi pour répondre aux commandes déjà passées par des clients. Mia Pierre a fait le tour de la question pour nous. Regardez. Trompette, basse, chacha, le groupe Mayori Choneg enchaîne les morceaux. 3 heures de répétition, 2 fois par semaine. L'entraînement est quasi militaire pour être au point dans un mois. S'ils viennent pas à l'heure, pas de répétition. Et comme ils veulent répéter, donc ils sont obligés de venir à l'heure. On n'a pas le choix du tout, surtout que nous avons des chorégraphies en accord avec la musique. Donc nous sommes obligés de nous prendre très tôt pour avoir un résultat potable pendant le carnaval. Les répétitions ont commencé dès le mois de juillet sur les plages. L'association compte une centaine d'adhérents. Ce soir, les membres mettent au goût du jour quelques anciens morceaux avec l'énergie de la jeunesse. Mayori Choneg, déjà, ce sont des jeunes issus de plusieurs quartiers, parce que c'est pas que Montjoly. Donc on a un peu partout, voire même jusqu'à Macoria. Elle sera dans l'ombre, mais son travail permettra aux autres de briller dans les parades. Derrière sa machine à coudre, Wilma s'active. Il y a le tololo, il y a des filles qui viennent demander des ensembles shorts, des choses comme ça pour le tololo. Je fais aussi tout ça. À l'approche de Noël, la couturière se dépêche d'honorer ses commandes pour les fêtes de fin d'année. Elle veut commencer au plus vite les costumes de ses clients carnavaliers. J'ai des tissus déjà achetés et puis j'ai quelques commandes des clients qui commencent déjà à commander, mais je les retarde un peu parce que en ce moment-là, c'est plutôt les mariages et c'est pour ça. Mais dès que j'ai fini avec ça, peut-être dans la 3e semaine de décembre, c'est là que je vais démarrer vraiment la confection. Les robes de carnaval n'ont pas de secret pour Wilma. Cela fait 20 ans qu'elle en confectionne. Son atelier déborde de tissus utilisés exclusivement pour les costumes de Touloulou et des groupes. Pour le carnaval, c'est très tendance. Et puis, tout ce qu'on aime, ce qui brille. On a aussi de l'organza. L'organza, ça utilisé
Vraiment, en ce moment-là, les gens qui font des robes volontaires avec l'organza, un peu de satin et tout ça, c'est carnaval, quoi. Wilma a déjà une vingtaine de commandes dans son carnet. Et ce n'est que le début, avant le lancement officiel du carnaval 2016. Un mot de politique maintenant avec la dernière grande soirée débat sur votre antenne ATV Guyane. Ce soir, les candidats à la tête de la CTG qui s'affronteront sur le plateau sont Lune Létard, tête de liste de Guyane de toutes nos forces, mais aussi Rodolphe Alexandre pour la liste Un territoire, une collectivité, un destin, et puis Muriel Icaré-Nourel pour l'Union Guyane. L'émission est à retrouver juste après votre tranche d'information à partir de 20h sur ATV Guyane. En bref, maintenant, la Cayenne va bénéficier d'une aide aux maires bâtisseurs, une aide versée par l'État aux communes qui construisent de nouveaux logements avec un permis de construire délivré au cours du premier semestre 2015. La ville recevra donc une aide de 325 000 €, un coup de pouce qui devrait lui permettre de réaliser des équipements publics, des infrastructures nécessaires à l'accueil de nouveaux ménages, faciliter la rétrocession et améliorer les voiries de la commune. On poursuit avec cette actualité, la signature ce matin d'une convention de partenariat entre EDF et les bailleurs sociaux. Un accord qui permettra aux foyers les plus modestes de Guyane de bénéficier de kits énergie composés de 4 ampoules basse consommation. En tout, 9 702 kits seront distribués via les bailleurs sociaux, la SEM-Samar, la SIGI et la SIMCO. On écoute tout de suite le directeur d'EDF, Augusto Suarez dos Reis, au micro. L'objectif avec les lampes basse consommation consomme de 3 à 5 fois moins que les lampes classiques. Donc au bout du bout, entre ça et l'augmentation de la durée de vie des lampes, ça va faire des économies pour les clients. Donc c'est 40 € d'économie d'achat et puis entre 10 et 15 € d'économie par an sur les factures d'électricité. C'est une opération qui est lancée maintenant, en décembre 2015, et qui donc va continuer jusqu'à ce que l'ensemble des 10 000 kits soient distribués auprès de ses clients. Et puis il y aura d'autres campagnes à l'avenir. Cette campagne s'inscrit dans ce qu'on appelle Agir Plus, qui est la marque d'EDF Efficacité énergétique Outre-mer. Donc on fait très régulièrement des campagnes ponctuelles comme celle-ci, à côté de nos opérations classiques et récurrentes, comme les offres sur la climatisation performante, l'isolation des bâtiments. Restez avec nous, dans quelques instants, nous verrons l'ouverture du salon consacré au bœuf tyran de Guadeloupe, une tradition toujours vivace sur l'île. Et puis nous partirons à la découverte d'un art martial brésilien qui fait de plus en plus d'adeptes chez nous, c'est la capoeira, l'art de combattre en dansant, image à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, je vous le disais, en Guadeloupe, la 10e édition du Festival des Bœufs Tyrans est ouverte aujourd'hui. Les meilleurs attelages de l'île se disputeront les titres de champions durant 6 jours de compétition. Plus de 5000 personnes sont attendues pour assister à ce pan du patrimoine guadeloupéen. Linda Kayarsi était au coup d'envoi donné ce matin à la Pointe-Allègre à Sainte-Rose. Regardez. L'équipage des frappeurs du moule ne sont pas là pour faire de la figuration dans la catégorie minime. On ne s'arrête jamais ton bon temps là. Et nous passons nous essayer de monter mon là tout d'abord. Parce que tout d'abord pour gagner, il faut monter mon là. Alors nous essayer de placer nous parce que comme les 3 étapes. Pendant ce temps, l'équipage de Mornalo s'élance dans l'arène. L'attelage doit boucler sa montée en moins de 6 minutes. Et ce n'est pas sans difficulté. Ça fait pas longtemps qu'ils sont rentrés dans la compétition, eux. Donc c'est toute la piste, c'est dur. La charge, une tonne 800. Pour eux, ils sont encore jeunes. Donc je pense que pour l'année prochaine, ça va aller. Ce ne sont pas moins de 33 équipages qui ont pris le départ, sous les yeux de spectateurs venus parfois de loin. Du jamais vu en Auvergne chez nous, pourtant nous avons de beaux taureaux. Mais ce qui est bien, c'est quand ils ne les tapent pas. Super. C'est intéressant. Ça détend, ça fait du bien. Alors qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Les montées.
Ah ouais, c'est un plaisir de voir les monter. Les maris galantes qui ont monté, qui sont ça qui a passé? Ah, beaucoup de jouer. Ils ont monté vite? Je peux parler après. Durant 6 jours, les meilleurs attelages de la Guadeloupe vont s'affronter pour le 10e festival de Beutiran, devenu avec les années plus qu'une tradition, un véritable sport national. Avant de gagner 10 coups de suite, nous savions qu'il était champion, mais l'année à ça, les 10 premiers minimes, les 10 premiers cadets étaient très sérieux dans mon short poche, qu'il n'y a pas qu'à la l'autre. C'est bon Dieu peut nous la vie en tête en main sans faire tout de la Guadeloupe, en tout de la Guadeloupe de Beutiran, en tout de la Guadeloupe de cyclistes. Même façon. Cette année, les propriétaires des 5 meilleurs attelages s'envoleront pour Paris afin d'assister au salon de l'agriculture. Et notre invité ce soir est le styliste créateur martiniquais Kevin O'Brien. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Vous êtes donc de passage pour quelques jours. Vous êtes créateur de mode, reconnu sur le plan international. Vous avez décroché de nombreux prix en début d'année. Le mois prochain, vous devez partir au Japon, c'est ça? Alors, j'ai reçu le prix de la Jeune Chambre économique, le TOIP, 10 Outstanding Young People, qui récompense les 10 jeunes remarquables dans des catégories différentes. Dans mon cas, j'ai été sélectionné et récompensé pour ma carrière et mon accomplissement personnel, puisque je développe ma carrière depuis 22 ans maintenant. Donc j'ai reçu ce prix qui est donc un prix local, puis national, et je suis censé effectivement partir sur le Japon pour recevoir un prix international. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Déjà une obligation de faire mieux. Je ne peux pas parler de fierté. Je peux en tout cas déjà dire que c'est une obligation de faire mieux. J'ai désormais une obligation de transmission et de montrer l'exemple à tous ceux qui voudraient embrasser ce métier ou en tout cas faire un tout autre métier mais faire une carrière personnelle. On va parler justement de votre parcours. Vous êtes quand même jeune, vous avez 39 ans, mais vous avez 20 ans déjà d'expérience dans le domaine. En quelques mots, comment est-ce que vous pourriez définir votre style, votre art pour les téléspectateurs ? Je reste un éternel amoureux de la femme, de toutes les façons. Donc c'est très féminin, indifféremment, même si je peux partir dans des choses très artistiques, très poussées, probablement extravagants, ou même très classiques. Mais je reste avant tout un grand amoureux de la femme. Donc, indifféremment des créations, la ligne directrice reste la femme. Justement, pourquoi cette femme que vous choisissez de mettre en valeur, et peut-être pas les hommes, ou en tout cas beaucoup moins ? C'est inné, c'est quelque chose que j'ai au plus profond de moi. Je ne peux pas l'expliquer. Ça fait déjà maintenant 22 ans. J'ai commencé, j'étais très jeune. Et tout de suite, en tout cas, j'ai bien compris ce que la femme voulait. J'ai humé ce qu'elle voulait. Donc, je pense que ce sont des prédispositions. Ce n'est pas un choix. Vous ne vous destiniez pas justement à la mode au départ. Vous aviez un diplôme de lettres. Lettres et langues. Et puis finalement, vous avez fait la bonne rencontre au bon moment. Oui. Et vous partez dans la mode et ça dure au moins 20 ans. Oui. Comment s'est déroulé justement ce changement ? Je revois, j'étais jeune, étudiant, bac lettres et langues, pas du tout une envie d'être styliste ni même de faire de la mode, je n'en sais rien, personne chez moi ne fait de la couture, personne chez moi n'a été mannequin ou rien de tout cela, ou même Pourtant vous auriez confié que durant votre enfance, vous utilisiez les chemises de votre grand-père que vous décousiez. Mais parce que j'étais fils unique. Entre-temps, j'ai eu un petit frère, mais j'étais fils unique, donc c'est un moyen pour moi de m'occuper, surtout que ma mère était plutôt très protectrice, donc je n'avais pas forcément le droit d'aller dehors, je n'avais pas forcément le droit de jouer avec les autres, donc il fallait que je m'occupe. Et le meilleur moyen pour moi de m'occuper, en tout cas les mains, mais on parle de prédisposition, parce que quand on est enfant, on ne sait pas. Les adultes, en tout cas peut-être, pouvaient le voir. Personnellement, je n'avais pas ces envies, en tout cas, de faire de la mode. Et effectivement, j'ai eu cette rencontre. J'avais 18 ans et ça a été une rencontre déterminante parce que j'ai pu montrer ce que je faisais, quelques croquis, et cette personne m'a tout de suite expliqué les codes du métier, m'a tout de suite transmis ce qu'il fallait, et j'ai compris, je l'ai intégré. Et ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Et donc 20 ans plus tard, quel regard vous portez sur le monde de la mode aujourd'hui ? C'est un monde en perpétuelle évolution. Il y a énormément de choses encore à faire, il y a énormément de choses à découvrir. La mode est là, elle sera là éternellement. Nous devons nous habiller tout le temps, tous les jours. Nous devons manger, nous devons nous soigner. Donc ça fait partie pour moi d'un triangle indispensable à la vie. On n'a pas trop le choix. Vous disiez être amoureux de la femme et de l'image. Quelles sont vos muses, si vous en avez, vos sources d'inspiration ?
Simplement la femme. Je ne peux pas parler d'une muse, je ne peux pas parler d'une seule modèle, personne. Non, parce que je suis inspiré par tout le monde dans des choses différentes. Mais je n'ai pas de muse particulière. Non. Un dernier mot maintenant, vous êtes donc jusqu'à dimanche en Guyane. Vous avez 2 manifestations importantes, expliquez-nous. Très importantes. La première, le premier événement, c'est donc demain soir au centre commercial Montjoly où je m'occupe de la direction artistique. Alors j'ai le bonheur de pouvoir m'occuper de mettre en scène tout ce défilé, un très beau défilé, c'est quand même une première, je tiens quand même à le préciser. C'est une première pour vous ? Ce serait une première pour la Guyane parce que nous avons vraiment créé une belle énergie autour des commerçants et aussi de ce que j'apporte de mon expertise pour pouvoir donner un spectacle de qualité. Au-delà de l'aspect commercial de la chose, l'idée c'est quand même d'avoir un très bel événement de manière à fêter, à commencer les fêtes de fin d'année avec la Guyane, avec les Guyanais, avec les consommateurs. Donc on a ce très bel événement, donc j'invite déjà tout le monde à venir parce que c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est le plaisir en tout cas de me rencontrer et d'échanger. Et puis le lendemain soir, où là j'ai le bonheur de présenter dans le cadre d'un gala privé qui se déroule à... Pardonnez-moi, à l'hôtel... c'est un hôtel de Cayenne, c'est un hôtel de Cayenne, tout à fait. Et donc je suis... Et là, vous serez cette fois, vous présenterez vos propres œuvres. Je présente ma collection, que j'ai présentée le 19 novembre dernier au Casino en Guadeloupe, qui est une nouvelle collection. Et là, on va voir quelque chose d'assez magnifique. Merci beaucoup, Kevin O'Brien, d'avoir répondu à ces questions. Nous passons à toute autre chose. Maintenant, nous allons parler de l'ouverture d'une école un petit peu particulière à Saint-Laurent. C'est une école de cirque mise en place par l'association Palasso dans un quartier qui s'appelle Vampire. Des cours y sont dispensés pour tout connaître sur l'art du cirque. Encadrée par des professionnels et amateurs, elle s'adresse aux enfants comme aux adultes. Voyez ce reportage de nos correspondants sur place. Acrobatie, jonglerie et bien plus encore font partie des exercices menés par les membres de l'association Palasso, qui vient d'ouvrir son école de cirque à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça fait quelques années qu'on travaille sur le projet et cette année, ça a pris forme. On a commencé par acquérir un chapiteau. Et on a eu des soucis aussi avec ces chapiteaux, puisque c'était un chapiteau qui venait du Brésil. Niveau loi, les homologations, c'est pas la même chose. Et après, l'autre difficulté, c'était pour trouver un terrain aussi. C'était difficile. Après qu'on a trouvé le terrain, il fallait l'aménager aussi. C'est pour une association qui émerge et c'est pas très évident. Voilà. Avec de nombreux participants chaque jour, le sérieux et la bonne humeur sont de rigueur pour apprendre en toute sécurité. Il y a des cours le mercredi matin de 3 à 5 ans. Le mardi après-midi comme là et le jeudi après-midi, on accueille des enfants entre 6 et 11 ans. Le mercredi après-midi, on accueille des adolescents. Et le soir, on a des cours adultes le lundi et le mercredi. Ils comprennent que pour faire du cirque, il faut être à l'écoute de l'autrui, parce qu'il y a des choses qui sont quand même dangereuses. Donc avant de les faire découvrir tout ça, il y a tout un processus qui ça vient tout seul avec le temps, avec la pratique. Dès qu'ils aiment ce qu'ils font, ils vont rester concentrés. Grâce à la mairie qui a entièrement financé leur projet, l'association Palasso, renforcée de ses 10 contrats civiques, va pouvoir se concentrer sur le bon fonctionnement de son école. Et parlons d'un autre art maintenant, la capoeira, une discipline qui compte plus d'une centaine de membres dans toute la Guyane, répartis en 4 clubs. Entre danse et combat, cette pratique traverse aujourd'hui les frontières et fait de plus en plus d'adeptes. Énergie Pure est une association de capoeira implantée en Guyane depuis près de 20 ans. L'une des premières à avoir institutionnalisé la capoeira dans le territoire. Jonathan Lariot nous raconte son histoire. Un art martial, une danse, une manière de communiquer. La capoeira fait son chemin en Guyane depuis déjà quelques décennies. Gato Preto, fondateur de l'association Énergie Pure, a été un des premiers à institutionnaliser la pratique de la capoeira sur le territoire. Une aventure qui dure déjà depuis 17 ans. C'était difficile au début, on faisait beaucoup de spectacles de rue, on faisait beaucoup de rodas de rua. Ici en Guyane, ça arrivait déjà avec des grands maîtres de Salvador de Bahia. Há longtemps, o mestre americano, o mestre índio, o mestre de mola, que arrivait ici en Guyane pour faire spectacle de capoeira.
Quand j'arrivais ici en Guyane, il y avait déjà d'autres capoeiristes qui donnaient des cours. Mais sans l'objectif d'aller plus avant avec la capoeira, sans l'objectif pour la capoeira ici en Guyane. D'origine afro-brésilienne, c'est à l'époque de l'esclavage qu'est né cet art martial. Déguisé en jeu pour ne pas attirer le regard des colons, coup de pied, salto, voltige, la rencontre de deux capoeiristes autour de la ronde fait des étincelles. C'est un sport de combat, mais caché en danse. L'époque de l'esclavage au Brésil, on va dire, les patrons, ils pensaient qu'on dansait, mais là, on était en train déjà de faire une répétition, de s'entraîner pour s'échapper. La capoeira, il n'y a pas de code. Il n'y a pas les codes qu'on va dire, alors faites esquive de ce côté que je vais faire un coup de pied. C'est pas ça, il n'y a pas de chorégraphie. C'est le moment qu'il y a deux personnes qui font la capoeira, il n'y a jamais de code. Donc c'est la lutte. Et c'est plutôt un sport de combat qui on fait beaucoup de feintes. Aujourd'hui, plus de 200 ans après l'abolition de l'esclavage au Brésil, la capoeira traverse les frontières. Avec ses quelques 4 clubs dans le département pour plus d'une centaine d'adhérents, cet art martial ne cesse d'intéresser les férus de sport de combat. C'est pas forcément figé, il y a différentes façons d'avancer, d'évoluer, de jouer un petit peu avec la malice. Il y a le côté aérien, il y a le côté lutte, un petit peu danse, des chorégraphiés, c'est quelque chose de visuel. C'est très complet, c'est un sport de combat, mais c'est aussi de la danse, c'est aussi du chant, de la musique, et c'est tout un esprit en fait, une famille. Pour Gato et Energia Pura, la capoeira guyanaise prendra bientôt un nouveau tournant. Le projet de construction de la première académie de Guyane pour l'enseignement de la capoeira a été validé par la mairie de Cayenne. Les travaux commenceront au mois de février 2016 pour une inauguration en fin d'année. Et c'est sur ces images que s'achève votre journal local. Je vous retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.